Selon les historiens et les sources dont nous disposons, il existe quelques variantes quant au mythe d'Arachné, mais ces variantes sont relativement légères, voire très minimes. Dès le début du mythe, il existe déjà deux versions différentes quant aux origines sociales d'Arachné. Selon une première version, Arachné est d'origine paysanne, alors que dans une autre version, et c'est la version la plus retenue, Arachné est la fille d'un teinturier, Idmon, à Colophon, en Lydie. La jeune fille est alors reconnue pour son excellente maîtrise du tissage et du travail des aiguilles de façon générale. Cette dernière se vante également que sa maîtrise du tissage pourrait faire pâlir les dieux de l'Olympe et notamment Athéna. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'Athéna fait dans cette histoire? Pourquoi Athéna en particulier? Athéna, hormis le fait que c'est la déesse de la guerre, mais de la guerre raisonnée, à contrario avec Arès qui est la guerre violente et sanglante, Athéna est aussi la protectrice des tisserands, de l'artisanat, mais surtout des tisserands. Donc c'est pour ça qu'Athéna est totalement reliée à ce mythe. Alors, selon une première version, Athéna, voulant faire taire Arachné, lui lance un défi et lui propose en fait de la battre. Et dans une autre version, ce serait Arachné qui aurait défié la déesse. Peu importe, toujours est-il que le défi se fait et le thème choisi des deux côtés, parce que quand on lit le mythe, on peut totalement, on va dire, dégager un thème choisi, c'est les dieux olympiens. Athéna représente alors les dieux dans toute leur majesté, dans toute leur puissance, pour les mettre bien en avant, et Arachné choisit un sujet beaucoup plus léger, à savoir de représenter les dieux, mais dans leurs histoires d'amour, dans, on va dire, les flirts, tout ce qui est connu autour d'eux. Athéna est alors désappointée de la perfection de l'ouvrage confectionné par Arachné. Elle est donc, on va dire, obligée plus ou moins de reconnaître que la jeune fille maîtrise très très bien l'art du tissage, mais la déesse ne l'entend pas ainsi. Cette dernière se met extrêmement en colère et déchire l'œuvre d'Arachné. Et elle frapperait Arachné avec la navette et probablement la blesse. Désespérée par la situation et voyant la colère de la déesse, Arachné prend alors la décision de se pendre. Elle décide donc de se pendre de désespoir, si on préfère. La déesse la prend alors en pitié, décide alors de défaire le nœud qu'Arachné avait fait pour mettre fin à ses jours et la transforme en araignée afin que cette dernière continue à tisser malgré tout. Donc on peut voir que Athéna a un côté colérique et ne supporte pas d'être défiée, mais dans le cas d'Arachné, elle a pris conscience peut-être de l'exagération de sa colère et pour éviter que la jeune fille se pende, a préféré certainement la transformer en créature afin que cette dernière reste en vie et continue à tisser jusqu'à la fin. Donc ce mythe est à l'origine de nos araignées que connaissons et qui nous font très très peur. Toutefois, même si on peut voir qu'Arachné est la première araignée selon la mythologie grecque, il ne faut pas oublier que c'est un mythe. Donc on peut supposer qu'on a voulu donner une origine mythologique à cette créature, mais il ne faut pas oublier que c'est un mythe et qu'il faut toujours prendre les mythes avec des pincettes. Ce qu'il faut retenir également de ce mythe, c'est que Arachné a défié Athéna, a défié, on va dire, la mauvaise déesse, et Athéna étant très susceptible, et de nombreux mythes reliés à Athéna le montrent, Arachné malheureusement s'en est mordu les doigts et elle a été punie pour son affront. Alors il y a les affronts envers la déesse elle-même dans les temples ou ce genre de choses, mais il y a cet affront qui est que Arachné a voulu se mettre presque à l'égal d'Athéna et la déesse ne l'a pas supporté et a décidé de lui donner une leçon. Ce qu'il faut retenir en fait de ce mythe, c'est que se mettre à l'égal des dieux ou vouloir défier les dieux encore une fois est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et ces mythes nous montrent très bien que une femme qui veut défier un peu l'autorité établie peut être également punie pour cela. Par ailleurs, l'auteur qui nous en apprend davantage en fait sur Arachné est Ovide. Les écrits d'Ovide dans les Métamorphoses, notamment son ouvrage Les Métamorphoses, nous en apprennent beaucoup plus sur Arachné et notamment on peut y voir une interprétation notamment au niveau de la toile que Arachné tisse lors de ce fameux défi, une mise en avant un peu des travers des dieux olympiens, mais également aussi les fautes que ces derniers peuvent commettre, notamment avec des mortels. Par ailleurs, il faut également souligner qu'Arachné s'inscrit d'une certaine manière dans ces fameuses tisseuses mythiques de la mythologie grecque, comme les Parques, que l'on connaît comme étant les tisseuses de la destinée, ou encore bien d'autres mythes en lien avec le tissage et tout ce qui va avec. Donc il faut bien comprendre que le mythe d'Arachné s'inscrit
rentrer dans une espèce de catégorie de mythe qui est en lien justement avec cette notion de tissage, cette notion de réalisation qui fait que le mythe d'Arachné en lui-même devient assez particulier et s'intègre justement dans ces fameux mythes que l'on peut mettre en lien avec certains thèmes abordés et certaines problématiques abordées qui sont soit propres mortels, soit propres aux divinités. Les parques sont elles-mêmes d'une certaine manière des divinités, mais si on va du côté des mortels en dehors d'Arachné, on peut citer par exemple Pénélope, l'épouse d'Ulysse, qui elle tissait une tapisserie et qui la défaisait chaque jour. Donc on peut retrouver des allusions à des tisseuses divines ou pas divines dans la mythologie grecque. En grec, le terme moire se dit moiraï. Ce sont des divinités liées au destin, pour ne pas dire qu'elles sont elles-mêmes le destin d'une certaine manière. Les origines des moires sont assez floues. En effet, plusieurs auteurs donnent différentes versions des moires, du moins de leurs origines. Dans la Théogonie d'Hésiode, qui est l'une des sources les plus prisées en tout ce qui concerne la mythologie grecque, et notamment autour des divinités grecques, ce dernier donne deux pistes sur les potentiels parents, entre guillemets, des moires. Dans un premier temps, elles sont considérées comme étant les filles de Nyx, la nuit, et par conséquent les sœurs des Hespérides qui sont des nymphes de la nature et des Kérès qui sont des entités divines présentes essentiellement sur des champs de bataille et assez féroces. Dans un deuxième temps, Hésiode leur donne pour parents Zeus et la titanide Thémis, donc la justice, faisant d'elles alors les sœurs des Heures, qui sont des divinités en lien avec l'ordre établi, la justice, la paix dans un premier temps, puis elles deviennent des divinités liées plus à chaque moment de la journée chez les humains. Donc la fonction des Heures évolue au fil du temps. Dans la théogonie d'Orphée, théogonie à mettre entre guillemets d'Orphée, ce dernier en fait les filles d'Ouranos et de Gaïa. Donc on les place au même niveau à peu près que les enfants de Gaïa nés de cette dernière avec Ouranos. Toutefois, elles sont également considérées par Orphée, du moins par la théogonie que fournit Orphée, comme étant les filles de Cronos. Donc on ne sait pas trop exactement quels sont les parents à ce moment-là des moires. Mais parmi toutes ces hypothèses, on peut voir quand même une évolution de ces divinités et une évolution qui va les rattacher, pour ainsi dire, aux divinités principales, pour ne pas dire les plus puissantes de la religion grecque. Donc on cherche vraiment à les relier à des divinités relativement puissantes et relativement importantes justement de cette religion. Toutefois, parmi toutes ces versions qui nous sont données, la plupart du temps, c'est la deuxième version fournie par Hésiode, donc du fait que les moires sont les filles de Thémis et de Zeus, qui est le plus souvent retenue, pour ne pas dire que c'est l'une des rares hypothèses retenues, mais certains historiens retiennent quand même la première version, qui est qu'elles seraient potentiellement les filles de Nyx. Il faut savoir que Nyx, dans la croyance grecque, est tout aussi redoutée que d'autres grandes divinités, pour ne pas dire que même Zeus peut la redouter. Donc ça montre à quel point il y a des divinités au-dessus des plus puissants dieux de l'Olympe. Les moires sont au nombre de 3. On a Clotos, celle qui tire le fil du destin, notamment chez les humains. On a la Chésis, celle qui enroule le fil du destin. Et Atropos, celle qui coupe le fil de la vie. Donc naissance, vie et mort, si on veut résumer ça. Ces données font que les moires s'imposent relativement facilement face aux Olympiens, car les Olympiens sont eux-mêmes soumis à ces dernières. Donc cela montre que les moires sont quand même bien plus puissantes que les Olympiens eux-mêmes. Il n'existe pas de mythe à proprement parler pour les moires, comme c'est le cas pour Athéna, pour Zeus ou pour Adonis ou pour Asclépios. Il n'existe pas en fait de mythe à proprement parler ou qui leur sont propres, comme pour la plupart des divinités grecques et des créatures mythologiques que nous avons traitées jusqu'à présent. Mais en revanche, on peut souligner leur présence dans quelques épisodes liés justement aux dieux olympiens, notamment, ou encore à certains mortels de façon assez indirecte. En effet, on peut souligner leur présence au moment de l'affrontement entre Zeus et Typhon. Typhon est cette espèce de créature féroce qui pouvait tenir tête aux Olympiens de façon assez problématique. Et les moires vont intervenir d'une certaine manière dans ce combat, notamment en suggérant à Typhon de se nourrir, de manger la nourriture des mortels, donc des humains. Et ce dernier, à cause de ça, va perdre la plus grande partie de sa force. Et c'est ce qui fait que Zeus pourra le
battre assez facilement. Elles sont également présentes, encore une fois, dans un combat un peu de Zeus, mais entre Zeus et les géants, et ce dernier, avec le concours des moires, va réussir à tuer 2 géants, notamment Agrios et Taos, à coups de bâton. Ce sont les quelques épisodes où on peut relier les moires à Zeus. Donc, un dieu redouté dans la mythologie grecque, dans la religion grecque, un dieu puissant, face à une entité encore plus puissante. Donc, on peut voir que dans la religion grecque, il y a les dieux olympiens, il y a les dieux chroniens, mais il y a aussi des entités qui sont encore plus puissantes que ces divinités-là. Donc, ça montre que les moires jouissent d'une image de puissance encore plus grande encore que les dieux du panthéon grec, voire des dieux grecs eux-mêmes. On peut souligner également la présence des moires au moment de la naissance de Ménéacre, donc la naissance d'un mortel. Donc c'est un des rares cas où ça arrive. Et on peut, pour terminer, souligner la présence également des moires dans un épisode un peu cocasse où cette fois-ci, ce n'est pas elles qui aident un mortel ou qui aident un dieu, mais là, ça va être plutôt les moires qui vont se faire avoir d'une certaine manière. En effet, le dieu Apollon va tromper ces dernières en les faisant boire, en les enivrant, au point que ces dernières oublient de couper le fil de vie d'un ami d'Apollon, Admète, et ce qui fait que Admète va vivre beaucoup plus longtemps. Donc, quelque part, même si les moires sont des créatures, des divinités qui sont relativement puissantes, cela montre quand même que certains dieux peuvent se montrer beaucoup plus rusés qu'elles. Donc, ce sont quelques petits épisodes qu'on peut citer, mais partez du principe que les moires sont à l'origine de tout, elles régissent tout. Rappelez-vous que ce sont des fileuses au même titre qu'Arachné, et par conséquent, ce sont elles qui tissent d'une certaine manière le fil du destin. Les moires sont au nombre de 3, ce n'est pas pour rien également, on le verra un peu plus tard, cet esprit de 3 va être également reprise. Même si on retrouve les moires dans la Théogonie d'Hésiode ou chez Orphée, la présence des moires est déjà attestée même à l'époque d'Homère, et on va retrouver quelques allusions dans l'Iliade, mais c'est une allusion à une moira, donc une seule moire, une moira au singulier, elle deviendra plurielle plus tard, et cela montre surtout qu'il va y avoir une évolution justement de cette notion de moire au fil du temps et au fil des auteurs. Cet exemple de la moira, cette présence de la moira chez Homère, va se traduire au moment de la guerre de Troie. Rappelez-vous que la guerre de Troie est un conflit qui va opposer les Troyens et les Grecs, mais avec l'appui de divinités olympiennes. La moira dans cette fameuse guerre de Troie va faire un peu tampon dans le sens où elle va dissuader les dieux olympiens d'intervenir sur le champ de bataille, notamment quand les héros vont tomber au combat. Donc elle va clairement leur faire un grand stop, ce héros doit mourir, vous n'avez pas à intervenir, et c'est ce qui fait que la moira va quelque part mettre une barrière entre ce que les dieux aimeraient faire et ce qui est possible de faire. Probablement d'origine orientale, donc les moires, l'idée de moire ou du moins ce que les moires représentent peuvent être dues à des origines autres que des origines grecques. Les moires sont alors associées principalement au cycle de la vie, de la naissance à la mort, à la notion de destin. Prenez l'exemple, en fait, si vous voulez vous rappeler de l'idée des moires, de cette fameuse phrase qu'on nous a appris quand on était tout petit. Au lever du soleil, il marche à 4 pattes. À son apogée, il est sur 2 pattes et au coucher à 3 pattes. Partez du principe que ça représente un petit peu cette expression qui est au lever, c'est un bébé, donc 4 pattes. À son apogée, donc à midi, il est sur 2 pattes, donc il est adulte et tout ce qui va avec. Et au coucher, il est sur 3 pattes, il devient vieux et il meurt. Partez du principe que ça veut dire exactement ça. Si vous voulez raccourcir un peu la signification des moires, rappelez-vous un peu cette idée mémotechnique justement de ce qu'on nous a appris, et justement c'est par rapport justement au cycle de la vie. Cette image qu'on nous a inculquée de au lever du soleil, il est sur 4 pattes, à son apogée, c'est-à-dire à midi, il est sur 2 et au coucher, il est sur 3. C'est le cycle de la vie tout simplement, c'est-à-dire bébé, jeunesse, adulte, mort. Si vous voulez vous le résumer, résumez-le exactement de cette manière, c'est beaucoup plus simple. Pour en revenir aux moires, ces dernières suscitent un sentiment assez contradictoire chez les Grecs, car elles suscitent tant la fascination et l'admiration, pour pas dire un peu une forme d'amour, que de crainte, de dégoût, de détestation. Donc ça prouve que les moires sont associées petit à petit à la fatalité et
au cycle de la vie, du moins ce que la vie réserve à la plupart des gens. Cette notion de fileuse du destin, parce que les morts sont des fileuses, est également présente chez les Romains. Rappelez-vous que les Romains ont pris également beaucoup de divinités à droite ou à gauche. Chez les Grecs, c'est chez les Égyptiens. Non, globalement, c'est chez ces deux civilisations principales qu'on peut retrouver certaines amalgames de divinités, voire certaines divinités présentes. Et les moires en font partie. Mais elles ne sont pas appelées les moires, elles sont appelées les parques. Vous allez retrouver souvent le mot parc à la place de moire, mais partez du principe que c'est exactement la même chose, sauf que d'un côté c'est les Grecs et de l'autre côté c'est chez les Romains. Chez les Romains, les parcs sont également au nombre de 3, comme chez les Grecs. Elles se nomment Nona, Decima et Morta. Elles sont également associées, mais de façon peut-être plus distincte que chez les Grecs, à la naissance, au mariage et à la mort des humains. Donc autrement dit, chez les Grecs, les moires ont des fonctions en même temps assez précises, notamment pour la vie et la mort, mais pour la dernière, pas trop où elle se situe, on sait pas trop ce qu'elle représente. On peut supposer qu'elle représente un peu le fil de la vie, tout ce qui constitue la vie, du moins chez les Romains. Les parcs vont représenter des moments clés de la vie, la naissance, le mariage et la mort. Donc on peut faire un petit parallèle, on va dire un petit peu rapide, mais c'est vrai que la fonction des parcs est peut-être plus précise, plus facile à distinguer chez les Romains que chez les Grecs. Mais partez du principe que même si les différences sont extrêmement minimes, ça revient un peu à la même chose. Les parcs chez les Romains sont représentés très souvent sur le forum, donc le centre, on va dire, de vie des villes, mais pas seulement à Rome, mais aussi ailleurs, où elles prennent le nom de fata. Et le nom de fata, le mot fata, au fil de l'évolution de la langue, va donner le mot fée. Donc les fées, le mot fait que nous connaissons de nos jours vient du terme fata qui renvoie justement au parc. Donc ce qu'il faut comprendre un petit peu au niveau des moires, c'est que ce sont des maîtresses du destin, elles incarnent le destin, elles sont redoutées tant par les humains que par les dieux eux-mêmes, puisque ce sont elles qui décident qui va vivre ou mourir, qui a un grand destin et qui n'en a pas. En fait, les moires régissent un certain ordre établi et c'est d'elles qu'en fait émane tout ce qui constitue, enfin justement ce fameux ordre, et tout ce qui constitue en fait les actes des humains et des dieux. Les dieux, même s'ils sont considérés comme immortels, certains dieux ne sont pas totalement immortels, voire peuvent mourir. Et justement, les moires incarnent cette idée de destin, cette idée de début et de fin avec tout ce qui entoure justement cette idée de destin. Le fait qu'on n'ait pas de mythe à proprement parler des moires montre très bien que ce sont des divinités sur lesquelles on manque cruellement d'informations, où on peut les associer à certains types de créatures ou à certains types de divinités, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur des mythes à proprement parler. Les auteurs grecs n'en ont pas fourni, donc c'est qu'il n'y en a probablement pas. Et surtout, en fait, elles incarnent une forme presque de fatalité, dans le sens où, puisque le cours de la vie est décidé et écrit, c'est ce qui fait qu'on peut le changer sans vraiment le changer. Donc, partez du principe que les moires chez les Grecs, et on fait très souvent la confusion entre les moires et les Grecs, c'est deux choses assez différentes. Les unes vont se traduire plus par ce côté fileuse que nous avons vu avec Arachné, d'ailleurs elles sont elles-mêmes dans la même catégorie qu'Arachné d'une certaine manière, mais ce sont des fileuses en fait qui incarnent une notion, une problématique qui est une problématique plus poussée que pour Arachné. Ce que l'on peut retenir des moires, c'est qu'elles incarnent cette notion de destin. Ce destin que l'on redoute, ce destin qui est incertain, qu'on ne sait pas ce qui nous réserve, qui va nous attendre, quelles sont les circonstances de notre mort, quelles sont les circonstances de notre vie. Cette incarnation en fait de l'inconnu. Et les moires, tant par cet aspect de fileuse, celles qui tissent dans certaines représentations, dans cette représentation surtout de la culture populaire ou autre, tissent cette espèce de tapisserie de la destinée, cette tapisserie de la vie, qui fait que, justement, ce sont elles qui décident concrètement qu'est-ce qui va se passer et comment cela va se passer et dans quelles circonstances. Elles incarnent un peu cette espèce de notion prédicatrice d'une certaine manière, celles qui peuvent lire l'avenir, celles qui peuvent aider, on l'a vu, les divinités dans certains combats. Elles ont un peu ce caractère un peu incertain qui
caractérise aussi un peu une forme d'insécurité par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui peut attendre l'être humain, mais aussi les divinités. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les Grecs sont un peu dans cette espèce de je t'aime moi non plus avec les moires, parce que justement, elles incarnent un peu cet inconnu par rapport à ce qui les attendent. Elles sont redoutées quand même tant par les humains que par les dieux, y compris Zeus lui-même, ce qui montre que ce sont des divinités qui sont placées même au-dessus des Olympiens, qui sont pourtant des dieux puissants. Cela montre à quel point ce sont des divinités qui sont plus puissantes que les plus puissants des dieux. Ce sont des divinités que beaucoup redoutent par le fait que justement ce sont elles qui détiennent les clés de l'avenir et les clés justement de ce qui va advenir de ces personnes ou des divinités. Les moires sont souvent représentées sous l'aspect un peu de vieilles femmes avec leurs instruments de tissage, un peu peut-être dans cet esprit caricatural qu'on avait des sorcières ou des prédicatrices au Moyen-Âge, mais aussi dans d'autres époques post-antiquité, qui font que on a un peu cette vision peut-être très caricaturale de la moire, mais qui incarne un peu cette espèce de côté mystique, de côté inconnu que justement elles incarnent. Les moires, quelque part, sont l'incarnation justement de l'ordre établi, de cette espèce de justice qu'elles incarnent d'une certaine manière, car le destin est une forme de justice, mais une justice prédestinée. Si on regarde un peu la culture populaire, les grès et les moires ont tendance à être très souvent confondus, et c'est ce qui fait qu'on ne les distingue pas toujours. Si on regarde dans la série L'Odyssée, qui retrace un peu le voyage d'Ulysse, alors c'est une série animée qui n'est pas forcément très fidèle à l'Odyssée elle-même, et qui reprend beaucoup de créatures mythologiques qui ne sont pas en lien avec Ulysse, on a justement la figure des moires, mais elles ne vont pas être appelées les moires, elles vont être appelées les parques. Les parques, on l'a vu, c'est chez les Romains qu'on va appeler les moires, les parques, mais globalement c'est la même chose. Là, elles vont avoir le nom de parc, mais avec les attributions des moires, c'est-à-dire qu'on va les voir en train de filer avec des aiguilles, on va les voir avec des aiguilles en train de tricoter, non pas une tapisserie, mais une toile d'araignée, et ça va les renvoyer à cette condition de fileuse, et qui indirectement va les renvoyer à Arachné. Rappelez-vous, j'ai lourdement insisté là-dessus, beaucoup d'historiens rapprochent Arachné et les moires dans le même panier parce que ce sont des fileuses. Et ce caractère de fileuse va d'autant plus ressortir dans l'épisode que je vous mettrai en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir ce que je veux dire. Les moires, les parques dans ce cas-là, vont incarner cette notion de fileuse, celles qui vont tisser. Là, c'est une toile d'araignée, mais partez du principe que ça peut être aussi une tapisserie, un peu comme le faisait également Pénélope, qui est aussi l'incarnation d'une fileuse, nous l'avons vu. Elles s'inscrivent là dans justement cette série, dans la catégorie des fileuses, mais entre les moires parc entre guillemets et Arachné. C'est vrai que l'épisode a bien représenté les moires à ce niveau-là, avec quelques différences près bien entendu, mais c'est quand même un épisode qui est relativement fidèle à l'idée justement qu'il y a autour des parcs, autour des moires. Là, il n'y a pas de confusion à faire justement à ce niveau-là. Je vous le mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez bien comprendre le propos que je tiens. Si on prend un film animé qu'on a tous vu quand nous étions petits et qui a eu une série animée après derrière, c'est Hercule. Rappelez-vous, les 3 femmes qui sont avec Hadès, ces 3 femmes qui ont un œil qui se balade de l'une à l'autre, elles sont appelées les moires dans justement Hercule. Or, c'est une maladresse monumentale de la part des scénaristes parce que ce ne sont pas les moires qui sont représentées, ce sont les grès. Les grès, justement, sont ces créatures qui se passent cet œil de l'une à l'autre, et même dans la série animée, on va les retrouver. Elles sont appelées les moires de façon assez maladroite. Donc, j'insiste lourdement là-dessus parce que on a tendance vraiment à les confondre, et là, justement, c'est ce qui fait qu'on installe cette confusion par rapport entre les moires et les grès. Partez du principe que dans Hercule, le dessin animé Walt Disney, ce sont les grès qui sont représentés et pas les moires. Les moires sont également présentes, si on regarde un peu dans la culture du jeu vidéo, dans le jeu vidéo Hadès. Elles sont pareilles, au nombre de 3, elles sont également présentes, mais voilà, ça reste des représentations qui sont assez minimes. Si on regarde vers les séries, on va dire les séries un peu
sitcom que nous avons connu dans les années 90-2000, Sabrina l'apprentie sorcière, dans la saison, alors je crois que c'est saison 6 ou 7, je me souviens plus très bien, les parcs sont également représentés. Donc là, c'est les parcs, les moires, mais c'est la même chose. Et justement, là, c'est les parcs, mais les parcs qui sont les fileuses. Celles qui filent justement cette idée de tapisserie du destin, celles qui font que, justement, au même titre que Pénélope, au même titre que toutes les fileuses qui existent dans la mythologie grecque, elles vont tisser une tapisserie du destin, et ces tapisseries vont être ce qui doivent être la vie justement des individus qu'elles doivent représenter. Donc quelque part, partez du principe que les parcs, les moires, les grès, parfois, alors les parcs et les moires ce sont les mêmes individus, mais partez du principe qu'il y a très souvent une confusion entre les grès et les moires, et c'est vrai que ce sont des confusions qui sont assez maladroites, parce que quand on regarde bien l'histoire des unes, l'histoire des autres et les fonctions, c'est relativement différent. Donc ce sont à peu près les représentations qu'on peut faire des moires, il y en a probablement bien d'autres, mais ce sont celles que je connais le mieux, et ce sont celles dont je voulais vous faire part, histoire que vous soyez plus vigilants quand vous voyez 3 femmes qui sont représentées peuvent être soit les grès, soit les parcs. Le nombre 3 dans la mythologie grecque est relativement présent. Il y a, chez les Érinies, elles sont 3, chez les parcs, chez les moires, elles sont 3, chez les grès, elles sont 3, chez les gorgones, elles sont 3. Le nombre 3 est souvent très présent dans la mythologie grecque, et c'est probablement pas pour rien. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là prenez bien soin de vous.